Dans cet épisode, on va voir deux thèmes vraiment intéressants lorsqu'on s'aventure en nature. La première, c'est la gestion de l'eau. Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir utiliser de l'eau pour la rendre potable? Comment est-ce qu'on détermine les sources de contamination possibles et comment on peut rendre de l'eau non potable, potable? Le deuxième thème, c'est la psychologie en nature. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on se retrouve dans une situation où on est désemparé, où on a peur, ou tout simplement on est perdu en nature? Je vais vous expliquer les méthodes psychologiques qui peuvent vous permettre de vous restructurer, vous redonner confiance et surtout vous sortir de l'embarras. Je suis présentement dans le parc Colborne. C'est un centre de villégiature où on peut y pratiquer kayak de mer et la plongée sous-marine. On y retrouve aussi des chalets rustiques et un sentier pédestre de 10 km qui permet de découvrir des falaises, des fossiles, mais également le site du naufrage du Colborne qui s'est échoué à la pointe aux maquereaux dans la nuit du 16 octobre 1838. Le Colborne est un bateau de 350 tonnes qui transportait des gens, des vivres et un tas de marchandises. Il avait à son bord également 40 caisses scellées qui contenaient 40 000 livres sterling en argent sonnante et trébuchante qui devaient servir à payer les soldats de la colonie anglaise. Seulement 5 caisses ont été ramenées à Québec. Les 35 autres, la rumeur raconte qu'ils seraient peut-être enterrés ou enfouis dans le lac de l'Anse-au-Crapaud. La première chose qu'il faut comprendre lorsqu'on consomme de l'eau en nature, c'est qu'il faut faire une distinction. Une eau sale, ça ne veut pas dire que c'est une eau impropre à la consommation. Et une eau totalement cristalline ne veut pas dire qu'elle est propre à la consommation. Parce qu'il existe des contaminants invisibles qui peuvent vous rendre beaucoup plus malade que 2-3 feuilles et de la terre. Parmi les éléments qu'il faut prendre en compte dans notre environnement avant de consommer de l'eau, c'est de savoir est-ce qu'il y a des contaminants possibles. Comme ici, on peut voir, on est sur le lac au Crapaud. C'est un endroit qui pourrait y avoir du castor, parce que s'il n'y en a pas. Mais il faut donc être très attentif à ça, parce que dans les excréments de castor, il y a une bactérie qui s'appelle la Giardia, qui, lorsqu'on la consomme, se développe dans notre système intestinal et nous donne des diarrhées vraiment fulgurantes, qui pourraient même amener à des gens à se déshydrater là, complètement. Dans le doute, on ne prend pas de chance, on va traiter l'eau. Comment on fait? 4 méthodes possibles. La première façon pour traiter l'eau et la rendre propre à la consommation, c'est sans doute la plus connue et la plus simple, c'est faire bouillir de l'eau. Ce qu'il faut par contre savoir, c'est qu'il faut attendre que l'eau bouille au moins 5 minutes avant de pouvoir considérer qu'elle est stérile. Si on n'a pas de montre, de chronomètre pour savoir le temps qui s'est écoulé, visuellement, un bon indice, c'est lorsque l'eau bouille tempête, qu'il y a des gros bouillons dans l'eau. À ce moment-là, ça vous assure que l'eau, elle est rendue au point d'ébullition et que tous les virus et bactéries qui se trouvent sont morts. À ce moment-là, vous pouvez laisser refroidir l'eau et la consommer sans danger. La deuxième façon de traiter de l'eau, c'est de façon chimique. Ça veut dire qu'on va prendre un produit chimique, forcément, qui va venir, lorsqu'on l'ajoute à l'eau, détruire toutes les bactéries. Pour réussir à faire ça, il faut qu'on nettoie le plus possible l'eau que l'on consomme, dans l'objectif que les produits chimiques ne s'agglutinent pas à toutes les branches, mais se concentrent essentiellement sur les bactéries. Ici, j'ai ramené une vieille guenille de la maison. Donc, ce qu'on veut, c'est enlever la poussière, la terre, les feuilles mortes, et ainsi de suite. Une fois qu'on a la quantité d'eau désirée, dans ce cas-ci 1 litre, et que tous les débris ont été retirés, on peut ajouter le produit chimique pour venir tuer les bactéries. Le produit chimique le plus simple et le plus accessible que vous pouvez utiliser, c'est de l'eau de Javel. Mais attention, on ne prend pas d'eau de Javel concentrée. On ne prend pas d'eau de Javel qui ne brise pas les couleurs. On ne prend pas d'eau de Javel sur laquelle il y aurait des odeurs, des senteurs ajoutées. Ce qu'on veut,
c'est l'eau de Javel de base le plus straight possible. Parce que tous les additifs qui sont mis dans l'eau de Javel vont venir contaminer votre eau, ce que vous ne voulez pas. Vous devez mettre 2 gouttes d'eau de Javel par litre d'eau pour la désinfecter. Comment est-ce qu'on mesure ça, 2 gouttes d'eau? C'est très simple. Imaginez que ce pot-ci contient de l'eau de Javel. Vous allez y tremper une phalange, la première phalange de votre doigt, tout simplement. Et là, vous avez une goutte. Lorsque l'eau est à 4 degrés ou moins, ce qui est clairement le cas aujourd'hui avec la glace qui est sur le lac, il faut doubler la quantité d'eau de Javel. Donc, pour 1 litre, 4 gouttes, 2 litres, 8 gouttes. La troisième façon de traiter de l'eau en nature, c'est la méthode mécanique. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est qu'on prend l'eau sous sa forme naturelle et on va la faire passer à travers un filtre qui, lui, va retenir tous les détritus qui flottent, mais également qui va filtrer toutes les bactéries. L'avantage de ça, aucun goût néfaste. On trouve de l'eau cristalline, pure, directement, mais ça prend de l'huile de bras. Il existe plein de filtres mécaniques, je vous en montre quelques-uns ici, mais dans l'ensemble, ils font tous la même chose. Ici, on a un premier filtre qu'on appelle un filtre papier. L'eau va passer à travers le papier de fibre de verre ici, et tous les microbes, les bactéries, toutes les feuilles mortes, tout va être retenu. S'il y a du sable qui flotte, ça va être retenu directement dans ce filtre-là. Je vous montre comment ça fonctionne. Il y a 2 tubes, tout simplement. Un avec une éponge et un pré-filtre. Lui, il va s'occuper des plus gros détritus. Celui-là, vous le branchez souvent à la base de votre filtre. Le deuxième, vous allez le mettre à la sortie. Alors, ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on met la partie avec le pré-filtre dans l'eau et on pompe. Et l'eau va passer à travers le filtre et va se rendre dans la bouteille. C'est assez naturel. Puis déjà là, vous voyez, l'eau que j'ai dans ma bouteille est totalement transparente, translucide. Et un filtre comme ça, ça filtre 99,99999% de toutes les bactéries. Comme j'expliquais tantôt, un des défauts du filtre, c'est qu'il est lourd, jusqu'à une certaine mesure, et qu'il prend de la place. Les compagnies ont donc essayé de trouver des alternatives à ça. Entre autres, la compagnie Pristine a créé ce qu'on appelle la paille de filtration. Donc, ça filtre 99,9999% de tous les détritus, de toutes les protozoaires, les bactéries qu'on peut trouver dans l'eau. Alors, comment ça fonctionne? C'est très simple. Ça vous prend une bouteille d'eau de n'importe quelle compagnie que vous remplissez avec l'eau locale. Vous allez venir la visser tout simplement à l'embout ici. Et tout ce que vous avez à faire, c'est dévisser la partie du bas et de venir pomper l'eau. Alors, l'eau sale va passer à travers le filtre et va se retrouver. Vous pouvez mettre votre bouche à l'embout directement, un peu comme un biberon, ou avoir un autre contenant dans lequel l'eau propre va se transvider. Un autre endroit pour récolter de l'eau propre à la consommation, c'est bien entendu les ruisseaux et les rivières. Mais encore là, il faut rester très attentif parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a en amont. Les risques potentiels de contamination peuvent être animal, un animal mort par exemple dans la rivière, mais le risque le plus élevé, c'est les contaminants humains. Donc savoir est-ce qu'il y a des chalets en amont, est-ce qu'il y a des maisons, des usines ou simplement une grosse route où des produits chimiques peuvent être déposés. Ça peut se retrouver dans notre eau. Pour traiter de l'eau, c'est la même façon que pour un lac. On peut utiliser les traitements chimiques, mécaniques, mais aussi on peut utiliser un tout nouveau produit qui est un traitement qu'on appelle biologique. C'est-à-dire que c'est une machine qui s'appelle un styripène qui fonctionne avec des piles. On entre le
silo dans l'eau et il va développer une lumière UV, une lumière violette qui va venir détruire l'ADN de toutes les bactéries qu'il y a dans l'eau. C'est très rapide et c'est très compact. Ça ressemble un peu à la paille qu'on a vue tout à l'heure. Au niveau de la psychologie en plein air, il y a plein de situations qui peuvent nous arriver lorsqu'on pratique des activités dehors. Ça peut être de se perdre, de se blesser ou tout simplement de se retrouver à la tombée de la nuit sans trop savoir combien de temps il nous reste à faire pour sortir, retrouver notre véhicule ou notre maison. Toutes ces situations-là peuvent générer un niveau de stress, d'anxiété vraiment important sur les personnes et générer en contre-coup de prendre des très mauvaises décisions. Ces décisions-là peuvent mener, dans certains cas, jusqu'à la mort. Donc, c'est important de se préparer. J'ai pour vous un livre pour vous aider à vous préparer à faire des sorties comme ça en plein air. Ça s'appelle « Survivre, l'antidote » de Frédéric Dion. Le concept de ce livre-là est extrêmement simple. Vous trouvez un objectif, sortir de la forêt, rentrer avant la nuit, faire un feu, et vous divisez le point de départ où vous êtes de votre objectif en différentes petites étapes. Et chacune de ces étapes-là vous permet de vous rapprocher de votre objectif et, comme vous êtes de réussite en réussite, que chacune de ces étapes-là construise votre confiance en vous, vous vous calmez, vous reprenez le contrôle sur vous, sur votre mental et, ultimement, vous réussissez à atteindre votre objectif. Ce livre-là, il n'est pas juste utile en plein air. Dans la vie de tous les jours, si vous avez un projet personnel, vous voulez partir en voyage, ramasser des sous pour vous acheter une voiture, c'est le même principe, étape, 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 pour pouvoir atteindre votre but. Le deuxième livre que je vous suggère à lire pour la psychologie en plein air, mais dans une optique plus de préparation, c'est le Survitons, 25 ans plus tard, d'André-François Bourbeau. C'est un docteur en éducation et ce gars-là s'est donné comme défi de survivre de façon volontaire avec aucun outil, rien du tout, juste ce qui se trouvait sur lui, à une centaine de kilomètres au nord de Chibougamau. Il a réussi son Surviton de 31 jours et il détient le record Guinness depuis ce temps. La beauté de ce livre-là, en plus de tout le récit de son aventure, c'est qu'il contient des trucs de survie réels, testés sur le terrain. C'est vraiment une Bible pour tous ceux et celles qui ont envie d'apprendre tout ce qui touche la survie en plein air. Aller en forêt, ça ne s'improvise pas. Il faut être prêt, il faut penser, il faut planifier. L'eau, c'est la base de toute vie. Ça peut être source de bonheur, rafraîchissement, mais ça peut être aussi, comme on l'a vu, une source d'empoisonnement. C'est donc important de penser à ça avant de partir. Et lorsqu'on se retrouve dans une situation difficile, être prêt psychologiquement, avoir des outils, des béquilles mentales qui vous permettent de passer à travers les épreuves, c'est tout aussi important que de s'hydrater. Donc, avant de partir, préparez-vous.